L'une des meilleures façons de gagner la guerre contre quelqu'un de fort et de résilient, c'est la capacité d'asphyxier sa capacité de se ravitailler. Son lieu, son cercle de ravitaillement, vous le coupez. Avec un peu de temps, finalement, il va s'arrêter. C'est une histoire qui s'est passée dans le passé, avec le Biafra par exemple, au Nigeria. Là, le Biafra était simplement un groupe de Nigérians de la tribu Igbo qui ne voulait pas faire partie du Nigeria. Rappelez-vous que dans le passé, les Africains étaient simplement des clans, des tribus, des ethnies qui se réunissaient quand ils voulaient. Mais avec le colonialisme, ils ont été forcés de vivre ensemble. Certains ethniques et certains groupes ethniques ont été forcés de vivre avec ceux qui autrefois étaient leurs ennemis. Alors dans le cas du Nigeria, il y avait les Igbo. Les Igbo dans l'est du Nigeria, à l'ouest il y avait les Yoruba, au nord les Hausa et les Fulani. Les Igbo ne voulaient pas faire partie du Nigeria. En 1960, le Nigeria a son indépendance. En 67, les Igbo se lèvent pour former leur pays qu'ils appellent le Biafra. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tellement durs et forts, ils ont résisté au gouvernement nigérian. Qu'est-ce que le gouvernement nigérian a fait? Le gouvernement nigérian à l'époque a complètement coupé accès au Biafra, à la nourriture et à toutes sortes de ravitaillements. C'est-à-dire l'objectif était simple. Si on leur coupe à manger, ils finiront par céder. Quelques temps plus tard, il y avait plus d'1 million de morts et beaucoup de personnes, des images déroutantes des enfants mourant de faim dans le Biafra. Nous sommes maintenant au Niger. Le Niger accuse la France de manigancer des choses très similaires. Le général Tiani, récemment parti en discussion avec des militaires, a ouvertement dit que la France menait des manœuvres sournoises contre le Niger, ciblant notamment la zone frontalière entre Katina et Gobir. Voilà Katina et Gobir sur la carte, vous voyez. Le général Tiani a dit « C'est une guerre totale que la France a décidé de nous livrer parce que nous avons choisi de prendre notre destin en main. » Donc une guerre totale que la France décide de nous livrer seulement parce qu'on choisit de prendre notre destin en main. Ça veut dire que la France, d'après M. Tiani, aurait préféré que le Niger reste tel qu'il était depuis toujours. Il dit que les infrastructures énergétiques du Niger sont attaquées. Comment sont-ils attaqués? Parce que la France, d'après lui, est en train de fournir les éléments nécessaires aux terroristes et à tous ses ennemis de l'État pour aller détruire ces infrastructures. Pour quel objectif? L'objectif est simple. Quand il n'y a pas de ressources d'énergie, le pays tombe. Pourquoi on attaque les infrastructures essentielles? Les autorités nigériennes accusent la France de chercher à déstabiliser le secteur d'hydrocarbures du pays par des stratégies indirectes. Quelle stratégie? Soutien présumé à des groupes armés et aux opérations de renseignement clandestines. C'est-à-dire, ils accusent la France de faire des opérations de renseignement clandestines au Niger et transmettre les informations aux groupes terroristes. Est-ce vrai ou pas? Est-ce vrai ou pas, d'après M. Tiani, que la France serait en train d'opérer de manière clandestine au Niger, trouve des informations qu'ils transmettent directement aux groupes terroristes? Le 25 janvier, le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Toumba, a dénoncé une stratégie de chevaux de Troie, où la France s'allierait avec des pays voisins pour déstabiliser le Niger. Alors on parle de quel pays ici? On parle principalement du Bénin, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Mais ici, on va voir le Bénin. Le président Tiani a affirmé que des agents de la DGSE, service de renseignement français, expulsés au Niger, donc ceux qui étaient au Niger, sont maintenant opérationnels au Bénin et continuerait d'y agir depuis pour perturber la stabilité nationale. Les hydrocarbures sont ciblés simplement parce que le Niger actuellement essaie de diversifier son économie au-delà de l'uranium. Comme vous le savez très bien, depuis très longtemps, le Niger a été un très grand producteur d'uranium, mais on ne peut pas construire un pays seulement en misant sur une seule chose. Il faut diversifier son économie. C'est très important. Et comme le Niger essaie maintenant, avec les pétroles et autres choses, les ennemis du Niger essaient de déstabiliser le pays en visant ces mêmes histoires. Dans quel objectif? L'objectif d'asphyxier le pays. Certaines personnes pro-gouvernement nigérien ont même comparé cette histoire à ce qui se passe au Mali et au Burkina Faso. C'est-à-dire, au Mali, on sait qu'il y a carence et difficulté d'obtention de carburant. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y en a pas, simplement parce que les groupes terroristes sont levés pour contrer ce transfert. Ce sont des gens qui s'assurent que le carburant n'arrive pas à la capitale et surtout pas dans les coins reculés des deux pays, le Mali et le Burkina Faso. Il y a pas très longtemps ici au Burkina Faso, je pense, les gens étaient obligés de rester à la maison. Les étudiants ne sont pas partis étudier pendant au moins 2 semaines. Pourquoi? Par faute de carburant et des difficultés rencontrées dans ces secteurs. Donc, comme on ne peut pas faire une guerre ouverte contre le Niger, le Burkina Faso, le Mali, on va faire une guerre par proximation. On va faire une guerre recollectée. On va bloquer la veine névralgique de transmission de l'économie nigérienne. Je pense qu'il est important de rentrer à la genèse. C'est très simple. La relation entre le Niger et la France a basculé quand le nouveau gouvernement est venu en place. M. Tiani et son groupe arrivaient, renverser la vapeur, balancer hors de bord. M. Mohamed Bazoum, qui était un grand ami de la France, n'a pas été perçu convenablement par Emmanuel Macron.
Un coup d'État depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple. Nous le condamnons. Nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel. Et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes. Puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Évidemment, quand vous entendez le président français parler ici, ça semble logique. Ok, le système favorable ici aurait été la démocratie, les élections. Mais malheureusement, le Niger en a pensé différemment. Et qui sommes-nous pour les juger? Mais apparemment, au départ, le Niger ne voulait pas complètement chasser la France. Ils auraient en effet invité l'ambassadeur français pour un entretien au tout début. Mais l'ambassadeur français aurait snobé cette invitation, disant qu'il ne discuterait pas avec des gens qui ne sont pas démocratiquement élus. Et après avoir demandé à multiples reprises, et que l'ambassadeur eut snobé carrément cette demande, le Niger demanda à l'ambassadeur de plier bagages et de se tailler en 48 heures. C'est alors que le Quai d'Orsay répondra en disant « Nous ne vous reconnaissons pas. Nous reconnaissons Mohamed Bazoum qui a été démocratiquement élu au Niger. » Bon, quelquefois on se dit, quand tu vas chez autrui et que les choses changent chez autrui, comment tu fais? Est-ce que tu restes fidèle à la personne qui vous a invité ou bien vous faites face à la situation telle qu'elle est? C'est une question très importante. C'est une question de vie et de mort. La France n'a pas à mourir pour le Niger. La France est au Niger pour des intérêts très clairs. Inutile de faire semblant. C'était une question d'échange d'énergie et de nucléaire. C'était une question d'échange d'uranium et tout le bazar. Alors, était-il nécessaire de combattre pour M. Bazoum jusqu'à la fin ou de trouver un moyen, même si les paramétrages devaient être différents, mais dans un moyen de politesse, de compréhension pour rester travailler avec le Niger? Je vous rappelle que M. Macron, à un moment donné, avait des rhétoriques plus ou moins dures. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? On irait dire, il ne faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. Voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales? Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Alors, beaucoup de personnes ont perçu ces discours comme un discours belliqueux. Vous êtes chez autrui, après tout. Si autrui décide de changer, il vous faudra vous ajuster carrément. Ce n'est pas en disant que la France défendrait ses intérêts que l'on souhaiterait la présence française. Même les Français ne voudront pas ça, des Marocains qui arrivent en France. On va leur rappeler que, monsieur les Marocains, vous n'êtes pas Français, même si vous êtes acceptés ici. Donc, les accusations tombent de partout. Certaines personnes pensent que le blocage de carburant au Mali et au Burkina Faso est justifié depuis Paris. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas? Faites-moi savoir. Je vous rappelle que le Mali a accusé la France de partager les informations de renseignement et d'alimenter les éléments terroristes. Mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. À la gravité des faits commis par la junte française, le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays. Le Mali, parti aux Nations Unies, demanda une réunion spéciale pour discuter sur ce sujet qui apparemment avait été rejeté. Vrai ou faux, on le découvrira certainement très bientôt. Finalement, M. Macron entame une tournée de 5 jours dans le continent africain.
Monsieur Macron va faire un voyage en Afrique dans 5 pays différents pour aller discuter commencer une nouvelle relation de la France-Afrique. Macron souhaite profiter de ce voyage pour renouveler la relation de la France avec l'Afrique en évoluant vers un partenariat plus équilibré et mutuellement bénéfique. Partenariat plus équilibré et mutuellement bénéfique. Je pense que c'est avec ça qu'il fallait commenter. Donc à partir du moment où les Africains du Sahel commençaient à se bouger, il fallait directement dire hey, les amis, nous sommes prêts à faire un partenariat plus équilibré et mutuellement bénéfique. Au lieu de tirer là, fermer l'ambassade, refuser le visa, bloquer les vols et en fin de compte chercher à renverser la vapeur, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, Monsieur Macron sera où? Monsieur Macron évidemment commencera en Afrique du Sud, où il participera au G20. Il visitera quelques pays africains dont on partagera ici dans notre prochaine édition. Faites-moi savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que le général Tiani a raison de dire que la France est en train de manigancer? La France, c'est la raison pour laquelle les attaques sont effectuées dans la zone frontalière de Katina et Gobi, dans l'objectif de déstabiliser en détruisant les installations pétrolières et gazières. Mais est-ce acceptable si on vous chasse d'un appartement de vouloir brûler l'immeuble? Faites-moi savoir, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. L'amitié est vraie ou pas? L'amitié peut-elle résister au pouvoir? L'amitié peut-elle résister à l'argent? L'amitié peut-elle résister au changement climatique des saisons de la vie? L'amitié est-elle permanente? Point d'interrogation. Je ne sais pas si Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye peuvent en dire autant. Questionnement. On ne peut qu'espérer que le futur soit brillant. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est le feu et la divergence. Beaucoup de personnes parlent de trahison entre Sonko et Faye. Et c'est chaud. On va essayer de voir très rapidement ce que ça veut dire. Faut-il faire confiance aux gens dans la vie? Faut-il donner ton assignation à une tierce personne, même si c'est ton ami très proche ou ton bras droit? Point d'interrogation. Alors, le monsieur-là s'appelle Ousmane Sonko. Il est Premier ministre du Sénégal. Et celui-là, c'est Bassirou Diomaye Faye, le président de la République du Sénégal. Mais entre les deux, ça ne marche pas. Le monsieur ici, Ousmane Sonko, est le créateur de PASTEF, le parti politique qui engage les deux à la fois. Créateur de PASTEF et l'autre était secrétaire général de PASTEF. Et vous posez certainement la question de savoir comment ça se fait que le créateur fondateur n'est pas président de la République, pendant que le secrétaire en est. On le verra tout de suite. Avant cela, je pense qu'il faudrait savoir d'abord qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça ne marche pas entre les deux? Et pourquoi les gens parlent de trahison? Très récemment, Bassirou Diomaye Faye, président de la République, de manière unilatérale, a écarté Aïssatou Mbodj. Aïssatou Mbodj est allié de Sonko, mais elle a été écartée de la direction de la coalition présidentielle et l'a remplacée par celle-là, Aminata Touré, qui est son propre choix. Alors suite à cela, Sonko et le parti PASTEF ont réagi fortement contre Faye. Évidemment, M. Faye fait partie de PASTEF. Donc, quelque part, il lui faut répondre PASTEF. Ils ont réagi fortement, estimant que Faye outrepasse ses prérogatives. Donc, il a fait cela pour embarrasser le Premier ministre, qui, à quelque temps avant, disait qu'il n'y aurait aucun changement dans la coalition. Donc, le Premier ministre dit qu'il n'y aura aucun changement dans la coalition. Le président fait un changement brusque. Alors, c'est quoi le message qu'on envoie? Il n'y a pas très longtemps, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, était en discussion avec l'FMI. L'FMI, évidemment, c'est cette organisation qui donne des dettes aux pays des tiers-monde pour les aider à se développer. Entre parenthèses, au cas où le pays avait besoin de prêts pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes et autres infrastructures, l'FMI est en capacité de donner cet argent à condition que le pays soit en capacité de rembourser cet argent. Pendant cette discussion, on découvre que le Sénégal avait accumulé une dette d'approximativement 11 milliards de dollars. Ce sont des dépenses éléphantesques dont Ousmane Sonko blâme le gouvernement précédent. Donc, le gouvernement précédent aurait été auteur de ces dépenses qui étaient exorbitantes. Mais alors, pendant ce temps, le Fonds monétaire international voulait restructurer la dette du Sénégal, c'est-à-dire trouver des moyens à travers lesquels le Sénégal pourrait trouver de facilité à payer cette dette. Donc, restructurer une dette d'un pays, c'est-à-dire que l'FMI assiste sur l'amélioration de la gestion de la dette, centraliser les fonctions de dette, renforcer la transparence et mieux contrôler les emprunts. L'FMI envisage plusieurs options de restructuration, mais aussi de reprofilage de la dette, ce qui signifie évidemment éteindre les échéances, payer plus tard, sans forcément réduire le capital des intérêts. Alors dans ce cas, Ousmane Sonko n'a pas aimé. Il a dit absolument pas. On ne va pas restructurer notre dette. On va continuer à payer normalement comme si on le payait dans le passé. On va continuer à payer normalement comme c'était prévu dans le passé.
Il voulait simplement protéger les intérêts du Sénégal, de l'extérieur. C'est-à-dire, les investisseurs venant au Sénégal, s'ils entendaient dire que le Sénégal était restructuré en termes de dette, ils prendraient froid directement et auraient peur. Cela dirait que le Sénégal est en route vers la banqueroute ou la faillite. Donc, qui voudrait investir son argent vers un pays qui tombe en faillite? Ça ne serait absolument pas rassurant. Alors, M. Sonko a dit absolument pas. Ce serait un signe d'humiliation à l'égard du Sénégal si on faisait ça. On ne va pas restructurer cette dette. Je veux rassurer aussi les investisseurs. Nous voulons un partenariat beaucoup plus équilibré, gagnant-gagnant. Le schéma jusqu'à présent qui a été expérimenté, quand vous voyez le cas du Sénégal, depuis qu'on a constaté avec l'audit une part importante de dette qui n'a pas été révélée, le débat à l'interne, alimenté par malheureusement de la propagande médiatique, c'est comme si le sort du Sénégal dépendait de l'extérieur et particulièrement du Fonds monétaire international, ce qui n'est pas le cas en réalité. Ce partenariat est extrêmement important. Mais le sort du Sénégal va dépendre d'abord du peuple sénégalais lui-même. À faire le sursaut qu'il faut à travers ce plan de redressement économique et social. Prioritairement, d'abord, ça va dépendre de cela. Ça va dépendre des efforts d'assainissement budgétaire que nous allons faire et qui nous crédibilisent nous-mêmes vis-à-vis de nos partenaires. Ça va dépendre certainement du réexamen d'un certain nombre de facteurs, notamment intégrer ce qui doit l'être en termes budgétaires pour avoir la réalité qu'il faut. Et ça dépendra en définitive, en dernier ressort, de ce qu'on pourra avoir comme accord avec des institutions comme le FMI, qui ne règlent pas notre problème. Ce n'est pas un accord de 1,8 milliard de dollars avec le FMI qui règle les problèmes budgétaires du Sénégal, mais c'est peut-être un cautionnement pour nous permettre d'aller dans des conditions beaucoup plus sereines vers le marché et rassurer également les investisseurs. Et j'en profite aussi pour dire que, en tant qu'Africains, nous sommes de fervents défendeurs du multilatéralisme. Mais il y a des pans entiers du multilatéralisme qu'il faudra revoir. Aujourd'hui, même pour les grandes puissances, la capacité à collaborer avec un pays va dépendre beaucoup plus de l'onction d'un certain nombre d'institutions, quand bien même sur le plan bilatéral, vous vous rendrez compte que les conditions sont réunies pour coopérer avec ce pays-là. Mais on va dire, nous attendons l'avis du FMI, nous attendons, et ça va déteindre aussi sur la notation. Je pense qu'aujourd'hui, une réflexion très profonde doit être initiée sur ce plan-là. Mais ce que je voudrais dire en définitive, c'est que les pays africains doivent compter sur eux-mêmes d'abord. Et c'est cela qui va rassurer les partenaires qui viendront beaucoup plus aisément pour cela. Alors en disant cela, M. Sonko s'attendait à une chose. Après avoir dit ce discours, il s'attendait à ce que M. Bassirou Diomaye Faye fasse un message ou dise quelque chose soutenant sa rhétorique. C'est comme si vous dites, bon écoute, à notre entreprise, on ne fera pas ça, on ne changera pas ça. Mais après avoir dit ça, votre supérieur ne dit absolument rien. C'est quoi le message qui passe? Le message qui passe, c'est que peut-être que le supérieur, lui, est d'accord avec l'FMI dans ce cas. Alors cela sont ouvertement les deux problèmes majeurs, pour l'instant, qui attisent ce feu entre les deux. On va essayer de rentrer en arrière un peu pour comprendre comment M. Faye est devenu président à la place de Sonko. 2021, Ousmane Sonko, brave, courageux, jeune, inspirant toute la jeunesse sénégalaise, était clairement en route pour la présidence. Et à l'époque, il y avait ce monsieur qui était président de la République du Sénégal, qui après avoir tenté de changer la constitution dans l'objectif de devenir candidat à la présidence une troisième fois, il a été obligé de trouver une tierce personne pour le remplacer. Mais évaluant la réputation de Sonko et son groupe qui à l'époque dégageait un aura fort d'une jeunesse libre, d'une équipe de personnes qui voulaient voir le Sénégal pour le Sénégal, la seule façon de l'empêcher à devenir président était de trouver un moyen très indélicat. M. Sonko partit en un moment de détente pour aller se faire masser, se retrouver quelques jours plus tard face à une plainte par la dame qui l'a massé, prétextant qu'il l'aurait violé et ensuite l'aurait menacé de mort. Donc imaginez-vous, vous partez quelque part pour vous faire masser et après la femme dit non, il a voulu me violer et aussi il m'a menacé de me tuer. Après avoir été arrêté et questionné, il a été jeté en prison. Et pendant ce temps, beaucoup de gens sont sortis dans les rues du Sénégal, fâchés, tollé général, énervés contre le gouvernement parce qu'on avait compris le jeu. On voulait écarter Sonko pour pas qu'il soit candidat à la présidence. Malheureusement, beaucoup de gens sont tombés dans un Sénégal qui était réputé pour son calme et sa démocratie. Ces jours-là représentaient des moments absolument obscurs pour l'histoire du pays de la Teranga.
Fast forward 2023, Ousmane Sonko sort de prison, ils n'ont pas de preuves pour l'incarcérer, mais on le condamne pour corruption de la jeunesse. C'est-à-dire que c'est lui qui aurait corrompu la jeunesse à aller brûler les histoires qu'ils ont brûlées. Évidemment, comme vous l'avez compris, l'objectif ici était de l'écarter de la course des élections. Alors, écarter des élections, il fallait bien faire quelque chose. Qu'a-t-il trouvé comme moyen alternatif? À côté de lui se trouvait Bassirou Diomaye Faye, un monsieur avec qui il a parcouru le chemin dur, une personne avec laquelle il a été en prison, quelqu'un de confiance, son bras droit. Et d'ailleurs, à l'élection, on se souvient à l'époque, on disait voter pour Bassirou, c'est voter pour Sonko. Ou Bassirou, c'est Sonko. C'était ça le motif. C'est à cause de ça que la grande population sénégalaise a soutenu monsieur Bassirou Diomaye Faye, sans lequel ça aurait été quasi impossible de devenir président. Devenu président, les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Monsieur Sonko a une politique étrangère dure, à l'égard certainement des colonisateurs. Il veut briser les barrières, il veut libérer le Sénégal de l'emprise du colonialisme. Il est d'ailleurs de ceux qui disaient que le Sénégal ne devrait plus garder des forces étrangères dans son territoire. Et c'était inacceptable que les militaires étrangers se retrouvent dans un territoire libre qu'est le Sénégal. Mais beaucoup de gens pensent que monsieur Faye avait une politique plus docile, plus calme, plus molle, ok, à l'égard de la France surtout. Monsieur Faye voulait discuter, coopérer, réarranger les accords avec la France, pendant que Ousmane Sonko a une mentalité beaucoup plus dirigée un peu vers les États du Sahel. Bon, je me souviens aussi qu'il y a beaucoup de panafricanistes qui ont critiqué le groupe. Beaucoup de panafricanistes disaient qu'ils étaient vendus, qu'ils avaient vendu un rêve aux Sénégalais, ok, disant qu'ils allaient changer, restructurer, bouter hors du territoire sénégalais le franc CFA. Voilà ce qu'ils disaient. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Mais avec le temps, les mêmes personnes ont compris qu'il y avait deux politiques complètement différentes au Sénégal. Alors avec le temps, comme vous vous y attendez, monsieur Faye a aussi son clic. Il y a aussi des gens qui le soutiennent, des gens qui le boostent, des gens qui lui disent c'est toi le chef. Il n'a rien à te dire. En réalité, c'est lui le chef. Pratiquement, il n'a rien à lui dire. Mais dans l'intégrité de cette chefferie, monsieur Faye devrait savoir qu'il est venu de PASTEF et que c'est grâce à Sonko qu'il est président de la République. Mais est-ce que cela tient de la valeur aujourd'hui? Dans un monde machiavélien où la vérité appartient toujours au fort? Question mark. En tout cas, on espère que ce ne sera pas un nouveau cas de Sankara et Blaise Compaoré ou encore de Mobutu et Lumumba. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless. Donald Trump a encore changé de position et changé de ton, surtout à l'égard de l'Ukraine. Il vient de dire très fermement, selon un rapport, que beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire, les États-Unis ont menacé de réduire la livraison d'armes et le partage de renseignements avec l'Ukraine, à moins que Zelensky n'accepte de signer l'agrément dans le cadre négocié par Donald Trump. Les États-Unis ont menacé de couper l'accès à l'Ukraine aux renseignements et à l'armement afin de pousser à accepter le plan de paix proposé par le président Donald Trump. En d'autres termes, Ukraine, vous allez signer ce plan d'action, ce plan de paix proposé par Trump. Sinon, vous n'aurez plus de partage de renseignements venant des États-Unis d'Amérique. Je vous rappelle ici, les États-Unis partagent les informations de renseignement avec l'Ukraine. C'est-à-dire à chaque fois qu'un missile est tiré par la Russie, par exemple, les États-Unis directement informent l'Ukraine, disant écoutez, on a repéré un missile qui quitte Moscou, la probable destination est peut-être Kiev à l'est. Donc, préparez-vous et faites attention. Et c'est comme ça, évidemment, que l'Ukraine a été à mesure de pouvoir résister jusque-là. Non, ce n'est pas la première fois, parce que c'est la même stratégie qu'a appliquée M. Trump précédemment quand il négociait sur les terres rares que possède l'Ukraine. Vous vous souvenez, c'était à la Maison-Blanche quand M. Zelensky partit pour négocier avec les États-Unis, espérant pouvoir recevoir un soutien total, quand Trump lui demandait de signer l'accord de terres rares, que M. Zelensky avait farouchement rejeté d'ailleurs. Il ne voulait pas livrer leur souveraineté souterraine aux États-Unis d'Amérique. Et après avoir refusé, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis d'Amérique ont dit, bon, dans ce cas, on va couper tout ce qu'il y a comme renseignement et tout armement venant des États-Unis d'Amérique. Quelques temps plus tard, M. Zelensky prenait son vol pour les États-Unis d'Amérique pour aller rencontrer encore Trump une seconde fois. Mais cette fois-là, avec beaucoup de positivité. Tout à fait légitime, c'est quoi cette proposition que Trump fait? Le plan se compose de 28 points. Numéro 1, le retrait de forces ukrainiennes des parties de Donbass russes qu'elles contrôlent encore. C'est-à-dire, toutes les parties qui ont été contrôlées jusque-là par la Russie seront livrées à la Russie. Donc l'Ukraine est obligée de se libérer. Même dans les poches où ils sont encore un peu résistants, ils sont obligés de se retirer d'après la proposition de Donald Trump. Numéro 2, la réduction de la taille de l'armée ukrainienne. La réduction de la taille de l'armée ukrainienne. Donc comme le proposait d'ailleurs Vladimir Poutine il y a un temps, il s'agit ici que l'Ukraine réduise son armée.
Ce n'est pas facile de recevoir de l'ordre venant d'un autre pays en tant qu'un pays indépendant et souverain. Numéro 3, Donald Trump propose que l'Ukraine abandonne ses aspirations à rejoindre l'OTAN. Ça, c'est l'un des points névralgiques de cette histoire. L'abandon total des aspirations de rejoindre l'OTAN. L'Ukraine a réagi évidemment avec beaucoup de ferveur. La mission ukrainienne à l'ONU a rejeté certains points clés déjà rapportés. Ils ne vont pas accepter ça comme ça facilement. Il y aura un combat tout à fait. La représentante permanente adjointe Kristina Gayovichin a déclaré qu'ils n'accepteront pas tout ce qui a été proposé par Trump, mais sont prêts à négocier. C'est-à-dire nous rejetons ce que vous demandez, mais nous gardons la porte ouverte à la négociation pour pas faire le dur. Vous voyez un peu, sinon ça sera très difficile. Les Européens ont réagi, bizarrement, ils ont réagi. L'Europe a dit contester des clauses rapportées par le plan proposé par les États-Unis. Ils contestent les clauses, ils rejettent, affirmant que tout accord de Kiev doit refléter les positions de Bruxelles et de Kiev. Wow. Tout accord signé par Kiev avec la Russie doit refléter les positions de Kiev et de Bruxelles. Moi qui pensais qu'il y avait une guerre entre Kiev et Moscou, qu'est-ce que fait Bruxelles dans cette histoire ? Tout accord par Kiev doit représenter les désirs de Kiev et de Bruxelles. Waouh, ok. Je vous rappelle ici que Trump, paraissant être la personne ou le personnage qui veut finir cette guerre, l'Europe a toujours été belliqueuse à l'égard de la Russie. L'Europe s'est mobilisée, renforcer de l'argent, renforcer l'OTAN sur le plan militaire afin de se préparer pour aller en guerre contre la Russie. Si c'était nécessaire, n'est-ce pas? Mais les États-Unis apparemment ont fait tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir arrêter cette guerre. Alors là, l'Europe dit ouvertement, non, rejette. La proposition qu'il y aura doit refléter le désir et la position de Bruxelles dans cette histoire. Alors, qu'est-ce que Bruxelles a à voir dans cette histoire? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Faites-moi savoir. Alors, pourquoi cet accord est important depuis Trump à Kiev? Pour l'Ukraine, perdre les armes de renseignement américaines affaiblirait gravement sa défense face à la Russie. C'est très clair. La raison pour laquelle l'Ukraine jusque-là résiste, c'est parce que les États-Unis participent au moins sur le plan intelligentsia et intelligence, renseignement. Donc, partage de renseignements, on sait dire qu'il y a des militaires russes qui approchent à gauche. Attention, il y a des militaires russes qui approchent à droite. Il y a un missile qui a été tiré. On partage tout ça avec l'Ukraine. S'ils arrêtaient de faire ça, ça serait la cata. Partager les armes, envoyer les armes, qui ne sont pas gratuites, évidemment, l'Ukraine doit rembourser. C'est une force donnée à l'Ukraine pour lutter contre la Russie. Sinon, ça deviendrait très difficile. Pour les États-Unis, le geste signale une volonté de privilégier la fin à la guerre, même si cela implique de pousser l'Ukraine à faire des concessions. Les États-Unis veulent la fin à la guerre. Rappelez-vous, Trump, à son arrivée au pouvoir, il disait « Si je devenais président, en 24 heures, je finirais cette guerre ». Une grande partie de la décision est liée à l'aide militaire que nous apportons. Mais je conclurai cet accord en 24 heures. Il faut mettre fin à cette guerre. C'est un désastre. Enfin, il faut empêcher la Corée de commettre des atrocités. Et mes relations avec Kim Jong-un sont excellentes. Qui sait ce qui va se passer là-bas? Vous savez, nous fournissons des ressources militaires. Mais je conclurai cet accord en 24 heures. Il faut mettre fin à cette guerre. C'est un désastre. Dernière nouvelle, la Corée pourrait commettre des atrocités. Et mes relations avec Kim Jong-un sont excellentes. Qui sait ce qui va se passer là? Je voulais être heureux. J'allais être heureux. Nous allions avoir une relation formidable. Mais maintenant, c'est la catastrophe. C'est complètement incontrôlable. Le monde s'effondre autour de nous. Il s'effondre, au point que le dollar risque de perdre son statut. Ok, ceci a prouvé être un peu plus compliqué qu'on s'attendait, mais là, M. Trump fait tout ce qu'il peut. Après avoir remarqué que M. Poutine n'est pas facile à manipuler, c'est aussi quelque part un jusqu'à la fintiste, donc il faudrait à un certain moment arrêter cette guerre. Est-ce que les États-Unis d'Amérique veulent aller en guerre nucléaire contre la Russie? Certainement pas, ils ne veulent pas. Et la meilleure façon d'arrêter cette potentialité, c'est de l'arrêter maintenant. Pour la Russie, c'est évident, si l'Ukraine accepte, Moscou pourrait obtenir une légitimation de certaines revendications territoriales et restrictions militaires. C'est-à-dire, ça va légitimer la demande de Moscou. Je vous rappelle que Moscou demandait, numéro 1, que l'Ukraine réduise son armée. Deuxièmement, que l'Ukraine abandonne ses aspirations à l'OTAN. Troisièmement, que l'Ukraine cède les territoires contrôlés par la Russie.
Ce sont les mêmes histoires que Trump est en train de rapporter maintenant. Les histoires qu'il a autrefois rejetées, mais aujourd'hui, bizarrement, il est en train de les pousser. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement? On va voir. L'Europe est en train de soutenir l'Ukraine. Et si les États-Unis s'est retirés, ne partageaient plus les informations de renseignement avec l'Ukraine, n'envoyaient plus des munitions à l'Ukraine, l'Europe prendrait le relève, c'est-à-dire continuera à passer les informations de renseignement à l'Ukraine et envoyer des armes. Est-ce que ça sera aussi suffisant que ce que fait les États-Unis d'Amérique pour continuer à lutter contre cette guerre? D'autre part, en Afrique, au Togo, la Russie et le Togo sont convenus de rouvrir leurs ambassades respectives en 2026. Bravo! Pigama Kofi, yeah! Pigama Kofi pour le Togo, ceci évidemment s'affirme après une discussion entre les deux présidents. Bien que les deux pays aient célébré 65 ans de relations diplomatiques en 2025, ils n'avaient pas de mission permanente depuis des décennies. En effet, l'ambassade de la Russie à Lomé a été fermée depuis 1992. Ça fait très longtemps. Avant la naissance de plusieurs personnes ici, l'ambassade était fermée. Et évidemment, avec la guerre en Ukraine, tout le monde veut des amis. De même pour l'Ukraine d'ailleurs, qui il y a quelque temps n'avait pas d'ambassade, presque pas en Afrique. Il a fallu une guerre contre la Russie, se retrouver aux Nations Unies, où il faut avoir des votes positifs, pendant que beaucoup d'Africains étaient absentés de voter contre la Russie, qu'ils ont finalement jugé qu'il était important de rouvrir les ambassades en Afrique, dans plusieurs endroits. Donc la Russie est en train d'envisager de rouvrir les ambassades au Burkina Faso. La Russie évidemment rouvre son ambassade au Burkina Faso, en Guinée équatoriale, et estime le faire encore au Soudan du Sud, au Nigeria, à Sierra Leone et partout ailleurs. Donc voilà ce qui se passe, les amis. Donald Trump a retourné sa jaquette, disant que si Zelensky ne signait pas cette proposition d'accord qu'il vient de donner, selon laquelle il faudrait une réduction de la taille de l'armée ukrainienne, l'abandon des aspirations de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN et aussi le retrait des forces ukrainiennes des parties de la Donbass, l'Ukraine ne recevra plus les partages de renseignements et encore moins des armes venant des États-Unis d'Amérique. Est-il en train de dire la vérité ou c'est une stratégie encore une fois pour essayer de piéger Vladimir Poutine? Le président sud-africain a répliqué de manière farouche et ardente à Donald Trump. Un discours qu'il a fait il y a quelques jours, un discours pointant du doigt l'Afrique du Sud. Alors, on va suivre très rapidement ce que M. Cyril Ramaphosa a à dire et pour en faire un commentaire. On y va. Suite aux informations parues dans les médias de votre État, l'administration Trump souhaiterait désormais participer au G20. Pouvez-vous confirmer ou infirmer cette information et nous en dire plus? Vous avez évoqué des partenaires prévisibles et fiables. Pensez-vous que l'UE ait démontré être un partenaire plus fiable et prévisible que les États-Unis, tant pour l'Afrique du Sud que pour les pays du G20? Vous avez également mentionné que la présidence de Trump et la guerre commerciale ont incité l'UE à rechercher de nouveaux alliés, avec lesquels elle ne collaborait pas étroitement auparavant. La manière dont Trump a géré le G20, et en particulier l'Afrique du Sud, a-t-elle contribué à la conclusion d'accords comme celui d'aujourd'hui, conclus au cours des 8 derniers mois? Merci. Merci, Monsieur le Président. Well, thank you very much. Merci beaucoup. We have received notice. Nous avons reçu la notification des États-Unis. A notice which we are still Et nous sommes toujours en discussion à ce sujet. about Il semblerait qu'il y ait eu un changement d'avis de notre part quant à notre participation, sous une forme ou une autre, in the summit. au sommet. Les discussions se poursuivent. This comes Cela arrive vraiment à la dernière minute, juste avant le début du sommet. before the summit begins, and so therefore we Il est donc essentiel d'engager ce type de discussion pour évaluer la faisabilité de cette approche and what et ses implications concrètes. D'une certaine manière, we see nous y voyons un signe positif, très positif même, very positive because car, comme je l'ai souvent dit, la politique du boycott est vouée à l'échec. it's always best to be Il est toujours préférable d'être à l'intérieur du cercle que d'en être à l'extérieur. Ok, c'est clair. Vous voyez que le président est fort, il est chaud, il n'a pas peur du tout. C'est pas comme les poules mouillées de la francophonie. Là. Ah, vous voyez, diplomatiquement parlant, non. Suivant. the tent is Ce cercle, c'est le GVINC. all countries are Tous les pays y sont représentés. Et les États-Unis, première économie mondiale, se doivent d'y être. needs to be here. So it's pleasing to Il est donc encourageant de constater ce changement d'approche. of approach, and so we are still discussing Nous discutons encore de la manière dont il se concrétisera. on the issue of relations. Concernant les relations, l'Afrique du Sud privilégie les relations bilatérales qu'elle entretient avec ses différents partenaires internationaux. Various partners in the world, and we are not in the business
of comparing one relationship Nous ne cherchons pas à comparer nos relations entre elles. Nous gérons nos relations bilatéralement. relationships on a bilateral basis and the multilateral Et le volet multilatéral s'exerce au sein d'instances régionales, continentales ou internationales, c'est-à-dire au niveau multilatéral. global bodies, which is at the multilateral level. So it's not for me to even Il ne m'appartient donc pas de dire si cette relation est meilleure que l'autre. Monsieur le Président Ramaphosa, vous avez déclaré que la demande américaine arrivait à la dernière minute. Il faudrait donc examiner les aspects pratiques de son acceptation. Cela signifie-t-il qu'il existe une possibilité, voire une situation où il ne serait pas envisageable d'accepter leur réadmission? Merci. Well, the United States is Les États-Unis sont membres du GVINT. Ils en sont même membres fondateurs. Ils ont donc le droit d'être présents. the right to be here, and all we will be Nous allons simplement examiner les différentes modalités pratiques, logistiques et autres de leur participation. and otherwise for them to participate. They have a seat Ils ont un siège à la table ronde, comme vous le verrez samedi. Saturday. There is a seat. Un siège est réservé aux États-Unis. Lorsque le président Trump a annoncé leur absence, ce siège est resté vacant un certain temps. Still remained. It was empty for a while, but it will hopefully. Mais nous espérons qu'il sera bientôt occupé. Nous devons cependant examiner tous ces aspects pratiques. Il est important de le savoir, Because it's a gathering of G20 car il s'agit d'une réunion des dirigeants du GVIN. Il y a toute une logistique à prendre en compte pour faire venir les dirigeants sur place et les faire participer, pour organiser leurs interventions, leur ordre de passage, etc. their speaking order and all that. So those are Ce sont des questions qui n'avaient pas été planifiées à l'avance, puisqu'ils se sont retirés. Nous devons donc comprendre précisément comment tout cela va se dérouler. will pan out. So we're clear. The United States has Pour rappel, les États-Unis ont le droit de participer au GVENC. Même s'ils nous préviennent à la dernière minute, nous devons dialoguer avec eux pour bien comprendre ce que signifie leur participation de dernière minute et comment elle se manifestera. our means and how it will manifest itself. Peter has a question. Peter a une question. Peter. D'accord. Monsieur le Président, je me demandais si vous pouviez apporter quelques précisions, puisque vous avez tenté de définir exactement le rôle des États-Unis. Autrement dit, j'ai compris qu'ils avaient demandé que le chargé des affaires à Pretoria participe à la cérémonie de passation de pouvoir. Vous semblez sous-entendre quelque chose de beaucoup plus important et d'envergure. Et, si vous pouviez peu, être nous donner une idée de l'étendue de cette participation. Well, Peter Fabricius, you seem to know things as they happen. Eh bien, Peter, vous semblez être au courant de tout. Il y a eu une autre communication pendant que nous étions réunis pour cette réunion bilatérale. Nous sommes encore en train de l'analyser. Il semble que la question ne se soit plus limitée à la simple réception par le chargé d'affaires du rôle qu'il doit désormais jouer, mais qu'elle s'étende désormais à autre chose. C'est précisément ce que nous examinons en ce moment. Vous en savez sans doute trop, Peter. You tend to know too much, Peter. Votre président peut dire ça. Ah, suivez. Le New York Times rapporte que l'administration envoie un représentant américain au GVINT. Il s'agit de Mark Dillon. Pouvez-vous confirmer si c'est vrai et expliquer ce changement? Je serais ravi de vous l'expliquer car il n'y a pas de changement. Les États-Unis ne participent pas aux discussions officielles du GVIN en Afrique du Sud. J'ai entendu le président sud-africain tenir des propos quelque peu injurieux à l'encontre des États-Unis et du président américain plus tôt dans la journée, et ces propos ne sont pas appréciés par le président ni par son équipe. L'ambassadeur ou le représentant de l'ambassade en Afrique du Sud est simplement présent pour reconnaître que les États-Unis accueillent le GVIN. Il reçoit les salutations d'usage à la fin de l'événement. Il n'est pas là pour participer à des discussions officielles, contrairement aux affirmations mensongères du président sud-africain. Ce n'est que le début, les amis. Ce n'est que le début. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je ne serais pas étonné de voir
que l'Afrique du Sud ait poussé hors de AGOA, le programme que vous connaissez, qui permet aux Africains de pouvoir exporter leurs biens, leurs ventes, leurs machins, histoire aux États-Unis à un prix très réduit de taxes. Parce que généralement, on vous donne des faveurs pour finalement vous dire, écoutez, faites ce que nous vous demandons de faire. Si vous ne faites pas ce qu'on veut que vous fassiez, on vous retire de tout ce programme qu'on vous accorde. Les Africains ont cherché la liberté. Maintenant que Trump vous dit qu'il veut retirer tout ce qu'il vous donne, vous ne voulez pas de liberté. Cherchez la liberté. L'opportunité est là. C'est maintenant qu'il faut partir. God bless.